Bien, écoutez, nous allons donc commencer cet échange entre Anne-Catherine Berry et Adélaïde Corrinus. Donc, je vais leur laisser la parole et puis on s'accordera un petit temps d'échange avec le public à l'issue. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc Anne-Catherine Berry, comme ça a été annoncé. Donc c'est un plaisir pour moi de présenter le travail d'Adélaïde Corrinus. Donc un exercice auquel je ne suis pas habituée sous cette forme, mais ça devrait être tout à fait enrichissant. Voilà. J'en suis même certaine. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de faire une très brève introduction sur l'esprit général du travail de Corrinus tel qu'il nous est présenté dans l'enceinte de la bibliothèque universitaire. Et puis, très rapidement, je soumettrai à Adélaïde quelques questions afin qu'elle puisse, comme elle le disait à l'instant, vous éclairer sur sa passion, comme elle l'a si bien annoncé. Donc vous avez dû vous en rendre compte dès l'entrée dans le hall de la bibliothèque. Vous avez un certain nombre d'œuvres, de créations qui sont exposées, présentées sur des grilles verticales ou présentées dans des vitrines ou encore sur des tables, ce qui donne lieu à une diversité de pratiques avec pour chacune des spécificités bien distinctes. Alors, vous avez dû reconnaître des collages, des peintures, des sculptures, et puis également des pièces comme celle qui se présente là, juste, elle est pour le moment dissimulée par la colonne, mais vous avez dû la voir, que l'on peut qualifier de totem. De fait, on peut déjà dire qu'Adélaïde emploie des médiums différents, ce qui implique à chaque fois une variété des supports, des outils, des formats, des matériaux également, et puis par extension une diversité dans les effets plastiques qu'elle va produire et liés donc à des opérations plastiques tout à fait différentes et bien spécifiques. C'est ce qui fait un petit peu sa particularité. Du coup, l'ensemble de son travail s'inscrit dans deux champs artistiques différents. Le champ bidimensionnel, qui comprend donc les collages, les peintures, et le champ tridimensionnel avec les réalisations en volume, donc les sculptures et les totems. Deux styles d'œuvres également, donc tantôt de l'ordre du figuratif, où on peut reconnaître des paysages, des figures humaines, des portraits, et puis aussi parfois des réalisations qui sont de l'ordre de l'abstrait. Enfin, un point sur lequel j'interrogerai tout à l'heure Adélaïde, je serais tentée de dire qu'on peut identifier également dans son travail deux types de créations, celles qui sont de l'ordre de l'artistique et celles qui sont de l'ordre de l'artisanal, puisque vous avez dû vous rendre compte que au-delà des collages et des peintures, on voit également des lampes. Pour autant, dans ce panel, cette diversité de pratiques, je crois avoir identifié un fil conducteur, tant du point de vue de son intention que de son sujet, et dans une matière première. Alors, on verra si effectivement la piste est bonne. Alors, dans ce fil conducteur, il y a une démarche qui est de l'ordre de l'appropriation, puisqu'Adélaïde récupère et recycle. Et ce processus se met en œuvre essentiellement à partir d'une matière première qui est liée à un contexte naturel, puisqu'elle travaille beaucoup avec des fibres naturelles, enfin végétales, du bois, et puis cette fameuse calebasse. Voilà. Alors pour débuter cet échange, la première question que j'ai envie de lui poser et qui peut-être pourrait également concerner Monsieur Audan, s'il souhaite intervenir, concerne le lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans une bibliothèque universitaire
Et moi, je me demande comment s'est présentée cette opportunité d'exposer tes créations, Adélaïde, dans ce lieu bien spécifique, qui n'est pas forcément, en général, destiné à cela et couramment utilisé pour cela. Et de fait, quels avantages ou quels intérêts cela représente-t-il? Alors du coup, tant de ton point de vue que peut-être du point de vue de M. Audin. Alors, de mon point de vue, je pense que les premières rencontres que j'ai faites, ça a été dans des bibliothèques. Les plus belles rencontres que j'ai pu faire au travers de mon travail et de la mise à disposition de mon travail, la première rencontre a été... il y a eu de belles, mais celle qui a été déterminante dans ma quête, ça a été la bibliothèque Schellcher. Pourquoi la bibliothèque Schellcher? Simplement parce que j'avais offert une œuvre qui était celle Victor Schellcher, qui a été réalisée en collage. Et cette œuvre, je pensais que la garder chez moi, ça n'avait pas de sens. J'avais juste envie de la mettre à disposition de la Martinique et des Martiniquais, et j'ai donc offert cette œuvre à la bibliothèque Schellcher. Du coup, après, j'ai demandé un espace d'exposition qui m'a été accordé, mais je crois que dès le départ, pour moi, c'était mettre mon travail. Parce que j'avais fait Confluence. J'avais représenté la Martinique dans Confluence avec le président Osna, où toutes les chambres confondues de la Martinique avaient travaillé pour un projet de développement de la Martinique qui n'a jamais été exploité. Un livre blanc avait été donné au ministère de l'époque des DOM, de l'artisanat et du commerce, et ça n'avait jamais été exploité. Et je crois que j'étais vraiment très frustrée d'avoir travaillé 2 ans et que ce travail n'a abouti à rien. C'était mon ressenti de l'époque. Donc, au niveau de la bibliothèque, ça a été une rencontre aussi avec beaucoup de gens de passage, dont des représentants de Paris Agrotech et du Musée du Vivant. Je ne savais pas que ce musée existait, je ne savais pas que Paris Agrotech, ce que c'était. Et à ce moment-là, ils m'ont simplement dit d'aller voir. Et c'est vrai, j'ai découvert un monde, qui avait un monde qui nous était accessible et qu'on ne prenait pas le temps ou qu'on ne savait même pas l'existence de ces opportunités-là. Paris Agrotech, c'est tout ce qui est lié à l'agriculture, qui est lié au développement et à la recherche au niveau de ce qui est agricole et qui relie toutes les grandes écoles, les doctorants, les doctorats, les recherches au niveau de tout ce qui est agriculture. J'ai découvert un monde particulier. Donc, du fait, en fait, la bibliothèque Schellcher a été un fil conducteur qui m'a permis des rencontres au niveau des bibliothèques, au niveau des lieux de savoir et au niveau aussi, et qui m'ont beaucoup plébiscité dans mon travail en me disant, vous faites quelque chose d'extraordinaire, ne lâchez pas ce que vous faites. Je pense que ils m'ont beaucoup encouragé. Et à partir de ce moment, j'ai vraiment pris conscience que mon travail de recherche devrait me permettre des questionnements. Qui j'étais, qu'est-ce que c'était, pourquoi je faisais ça, pourquoi je le mettais à disposition des autres. Dans ce média-là, comment je pouvais raconter mon histoire, mais raconter aussi l'histoire de la Martinique. Je crois que ça m'a amené à une série de questionnements, et c'est comme ça donc. Pourquoi des lieux de savoir? Eh bien, c'est simplement ça. Parce que ça m'a été offert en cadeau et en opportunité de questionnement. Merci Adélaïde. Donc effectivement, tu l'as dit tout à l'heure en faisant ta petite présentation, en signalant que c'était un lieu donc de savoir. Et donc effectivement, on a la bibliothèque universitaire qui effectivement met à disposition des savoirs savants et qui de fait assure une transmission, une émulation, une stimulation pour la pensée, la réflexion et la recherche dont tu parles. Et effectivement, ça s'avère être un prétexte tout à fait intéressant et pertinent pour évoquer cette part d'histoire dont tu parles, à la fois personnelle
et collective. Et cette question d'histoire dont tu parles me renvoie à une notion sur laquelle on a eu l'occasion d'échanger déjà toutes les deux, qui est celle de la mémoire. Et donc je me demandais si effectivement ce lieu momentanément pour toi était tout à fait propice pour questionner cette notion de mémoire au travers de tes préoccupations artistiques. Oui, simplement parce que la mémoire, c'est quoi? Ce sont des traces que l'on a gardées et qui, à un moment ou un autre, est restituée, soit au moment par des émotions, soit par des rencontres. En tous les cas, c'est quelque chose qui nous habite à notre insu ou de manière maîtrisée. Donc j'ai fait le choix que ça soit de manière maîtrisée. Les questionnements que je me pose au travers des Amérindiens, de la calebasse c'est un apport du bassin caraïbéen qui va migrer ailleurs, mais qui est né, qui est authentique de notre région, de la région caribéenne. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième aussi, c'était, il y a peu de mémoire calebasse parce que c'est fragile, mais j'en ai rencontré quand même dans certains musées de la Jamaïque, j'en ai rencontré aussi dans certains grands musées de France où il y a eu des conservations particulières. Et le problème de la conservation vient se poser. Il y a la mémoire, mais il y a comment conserver cette mémoire. Je crois que ce travail donc de mémoire, qu'est-ce qu'était la calebasse, comment on l'utilisait, il y a beaucoup de choses que l'on dit qui sont inexactes, commencer à faire de la recherche dessus. Et je crois la calebasse m'a habité à partir du moment où je l'ai toujours eu dans ma famille, je l'ai toujours utilisé, mais me dire, est-ce qu'il n'était pas temps de faire des propositions différentes et que cette mémoire que l'on avait, qu'on pourrait lui donner une autre valeur, une autre plus-value, ou peut-être aussi la mettre à disposition différemment, surtout chez les jeunes. Alors pourquoi ici? Eh bien, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes et peut-être aussi c'est m'interroger, mais leur permettre aussi de s'interroger sur ce qu'ils veulent, sur le chemin qu'ils veulent parcourir et où est-ce qu'ils veulent aller dans la rencontre avec leur mémoire. Il ne s'agit pas de parler ou de dire simplement des choses. Qu'est-ce que nous en faisons vraiment? Et je crois que ce sont ces questionnements-là qui font que chaque fois qu'on propose quelque chose dans les écoles ou dans les bibliothèques, qui sont des lieux de savoir, encore plus dans une université où on rencontre des jeunes, me dire, j'ai cette responsabilité d'être dans le partage, dans ce que je fais ou dans ma trame de questionnement. Après, chacun l'accueille comme il en a envie, mais je crois que nous, en tant qu'adultes et en tant que parents et en tant que... nous avons un maillon à transmettre, à mettre à disposition. Et c'est peut-être aussi... j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants. Me dire, qu'est-ce que je suis capable de leur laisser? Quels sont les questionnements? Alors, pas seulement les miens d'enfants, mais les autres enfants aussi. Je crois que c'est tout à fait à sa place dans cet univers et de se dire, j'ai peut-être encore des choses à partager, j'ai certainement des choses à donner. Oui, alors c'est vrai que ce travail sur la calebasse est effectivement tout à fait propice, je pense, pour quelque part entretenir et essayer de conserver une petite part de mémoire, puisque comme tu l'as souligné, les qualités physiques de cette matière première qu'est la calebasse et qui est donc organique n'est pas pérenne et se perd en termes de traces. Mais pour autant fait quand même partie de ce que je me permettrais de qualifier une forme de tradition créole et surtout et avant tout de la culture amérindienne. Et donc effectivement dans le quotidien des Calinas, on retrouve effectivement l'usage de la calebasse qui permettait de fabriquer des ustensiles, des récipients qu'on appelle le cuit, comme tu l'as indiqué dans l'intitulé de ton exposition. Et c'est vrai qu'il il est difficile d'en retrouver des vestiges. En ce qui me concerne, je n'en ai jamais vu.
On va plutôt retrouver des céramiques, par exemple. Pour autant, en feuilletant un ouvrage assez intéressant, enfin très intéressant, qui est une référence en matière d'archéologie, c'est un ouvrage qui a été rédigé par Henri Petitjean-Rouget et qui s'intitule Archéologie des Petites Antilles, chronologie, art céramique, art rupestre. Et dedans, on trouve quelques lignes consacrées justement à la calebasse au travers de 2 témoignages de l'époque. Et donc, le premier, si vous permettez, je vais vous le lire. C'est quelques lignes avec, vous m'excuserez, des termes qui sont un petit peu d'époque et qui, je soupçonne, ne sont pas forcément très justes pour qualifier certaines plantes. Alors, un auteur anonyme qui a rédigé une dissertation sur les pêches aux Antilles en date de 1776 rapporte ce propos. Alors, vous m'excuserez aussi pour le premier terme sur lequel il s'engage. Donc, je le cite. « Les sauvages gravent, cisèlent et dessinent sur leurs couilles toutes sortes de grotesques, de compartiments et de figures. Les proportions les plus exactes d'une symétrie raisonnée, les touches les plus fines, les découpures les plus légères, le poli le plus brillant, les bosses les mieux jetées, la sage distribution de l'indigo, du vaucou, du savariaba et du génipa, tout ce qu'enfin l'art aimable du peintre, ciseleur, du graveur peut inspirer de plus délicat, de plus vif, de plus séduisant, s'y distingue par nuances variées et parfaitement ménagées. » Un autre petit passage, cette fois-ci rédigé sous la plume du père du Tertre, explique beaucoup plus simplement que les Caraïbes, tels qu'on les appelle également, peignaient leurs calebasses de rouge et de noir comme on peint la vaisselle en bois de Flandre. Donc là, c'est un propos qui est daté de 1758. Voilà. Donc on a très peu de traces, mais juste ces petites idées qui restent sur l'utilisation qui en était faite et qui sont également représentatives du travail qu'on peut voir dans la céramique, par exemple, et dont on peut retrouver certaines caractéristiques justement dans le travail d'Adélaïde. J'aimerais ajouter à cela que, du coup, dans ce travail justement de mémoire du point de vue de cette culture amérindienne, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le dispositif de présentation de tes calebasses. La vitrine qui reste relativement, un dispositif relativement presque banal dans la présentation de certaines pièces, certaines œuvres, mais qui là, du coup, dans ce contexte de ta recherche, dans ce contexte de la bibliothèque universitaire, me laisse entrevoir ces pièces comme des pièces comme une forme de collection. De pièces qui renverraient tantôt à une dimension archéologique, qui aurait fait l'objet d'une fouille, d'une trouvaille, d'une sélection, d'un conditionnement et qui serait disposées là et mis à notre disposition. Voilà. Du coup, puisqu'on parle de la calebasse, qui était si chère, est-ce qu'il te serait possible de nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire, tu nous as déjà donné une petite piste sur la réponse, mais dans quelle mesure tu t'es retrouvé à t'intéresser à ce fruit plus qu'à un autre? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et surtout, de quelle manière tu le travailles? Alors, je pense que la calebasse a toujours fait partie de mon environnement. Parce que dans notre famille, il y a un terrain qui appartient à la famille depuis 7 générations et il y a beaucoup de calebassiers. Donc il y a toujours eu des calebasses dans notre environnement. Ça, c'est un premier point. Il y a des puits sur ce terrain. C'est un arbre dans mon enfance qui était en bordure de rivière et beaucoup de choses se faisaient en dessous parce qu'il y avait une très belle ombre. Il y avait une belle protection. Quand on y était vraiment très bien. On mangeait dehors, en dessous. Et il y a donc une part de rencontre de mon enfance avec cette fameuse calebasse,
où les gens aussi qui habitaient la propriété nettoyaient, gravaient. Gamine, vous voyez faire, vous faites avec, vous. Donc, c'était déjà une partie de mon histoire et de mon enfance. J'ai rencontré à nouveau la calebasse un jour tout à fait par hasard avec des amis qui voulaient apprendre à graver. Puis ils m'ont proposé de venir avec eux, avec elles, c'était des filles. Et j'ai entendu le prof parler parce que je lui ai dit, je vais venir voir. Et puis si ça m'intéresse, je vous dirai. Et ça s'est trouvé que j'ai été prise au jeu et en rentrant chez moi, avec juste ce que j'avais entendu, je me suis mise à graver. Non pas parce que j'avais eu un cours, mais parce que j'avais entendu un cours. Et quand j'ai ramené ce travail la semaine d'après au prof, il m'a regardé, il m'a dit, ah bon, tu as fait ça comment? Tu as fait ça toute seule? Je lui ai dit, oui, j'ai entendu les consignes et ça me semblait quelque chose de réalisable et tout ce que j'ai entendu, je l'ai utilisé. Voilà ce que j'ai fait. Et il m'a simplement dit, je pense que tu es doué et il ne faudra pas abandonner. Au bout de 2-3 cours, le groupe s'est disloqué et il n'y a plus eu de cours. Et j'ai continué à graver seule. Donc il avait raison, il avait eu tout à fait raison. J'ai continué à graver seule. J'ai continué à... des choses que je n'avais jamais faites, mais je pense que ça avait toujours été là. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez curieuse et j'ai toujours été quelqu'un aussi de très à la fois intellectuel mais manuel. Dès 12 ans, je faisais mes robes, je gravais, je cousais. J'ai toujours été quelqu'un en quête de ne pas ressembler aux autres et de faire par rapport à ma propre personnalité ou à ce que j'aime. Donc, du coup, je me suis mise à graver. Et ce que j'avais vu de la calebasse ne me plaisait pas et ne m'intéressait pas. À partir de là, j'ai commencé à créer mon propre design, mes propres dessins, mes propres gravures. Et effectivement, à partir de là, le prof m'a dit, n'abandonne pas, tu es doué. Et parce que j'ai continué à travailler seule. Et depuis, je travaille seule. Mais j'ai eu juste 2 cours ou 3 cours, et c'était tout. Mais je pense que l'histoire entre la calebasse et moi a toujours existé, parce que, et l'histoire de mon enfance, ou de pouvoir créer des choses, fait partie de moi. Et je pense que c'était simplement une disponibilité, parce que j'étais à la retraite, je faisais déjà du collage, je peignais, et il y a un lien un peu charnel au moment où je touche une calebasse. Je vais la tenir, je vais la caresser, je vais mettre ma main dessus, et en fait, c'est elle qui me guide, ce n'est pas moi qui choisis, c'est la calebasse par rapport à sa forme, par rapport à... parce qu'il y a, et on découvre à ce moment-là qu'il y a les calebasses rondes, les calebasses ovales, les calebasses 4 coins, il y a une diversité de matériaux dans la calebasse. La calebasse n'est pas uniforme, elle est cabossée, elle est déformée, et c'est chaque fois, c'est pas vous qui décidez, c'est la calebasse qui vous amène à décider ce qu'elle est, à la respecter et à construire avec ce qu'elle est. En tous les cas, mon travail et ma rencontre avec la calebasse se passe comme ça. Je n'ai pas un dessin préfet que je vais projeter dessus, ou non. Il y a une histoire que je raconte sur la calebasse, que la calebasse s'impose à moi, c'est un problème de mémoire. La mémoire est là, et le reste, il y a une rencontre entre mes mains. Alors, je grave beaucoup avec des petits outils, des stylets. Et ensuite, je vais renforcer les traits, ou je vais faire apparaître des zones blanches, ou des vides ou des pleins pour qu'il y ait du relief et que le dessin ait de la présence et soit, comme on dit, faire monter le dessin et que les dessins ressortent. Mais je crois que c'est d'abord une histoire de rencontre, d'amour et de partage entre ce matériau qui me raconte une histoire et que cette histoire-là, je la mets à disposition. Alors je rebondis, Adélaïde, tu viens de mentionner le fait que quelque part, c'est la calebasse, on va dire, qui impulse en fait le dessin qui va surgir à sa surface.
donc sans dessin au préalable. Donc, est-ce qu'il y a une part, est-ce qu'on peut parler de dessin automatique dans cette investigation de la calebasse? Oui, simplement parce que la première chose a été de restituer la calebasse en art de la table ou en décoration d'intérieur. En décoration d'intérieur, c'est un jour une amie m'a dit fais-moi un service. Ah ben oui, ok, donne-moi le temps. Et puis, quand j'aurai avancé, je te le montrerai. Je crois que c'est au fur et à mesure aussi de demandes. Et ce n'était pas de la Martinique, c'était des amis de la Guadeloupe. Parce que je pense en Guadeloupe, on utilise plus la calebasse dans l'art de la table, dans les services, dans le quotidien, dans les services de table. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à me questionner. Mais c'est vrai, c'est la calebasse qui est demandeuse d'une histoire, parce qu'elle peut être déformée, elle est souvent pas... Une calebasse est rarement parfaite. Donc, du coup, on s'adapte. En tous les cas, moi, je m'adapte aux matériaux pour créer une histoire et une rencontre avec elle. Je ne fais jamais de dessin prédessiné ou je ne fais jamais de copie. Chaque pièce est unique, même s'il y a une déclinaison de service pour une mise en commun pour quelque chose de festif. Mais en tous les cas, pour moi, elle m'habite. C'est une histoire de mémoire qui s'impose à moi, qui fait que je vais faire tel ou tel dessin, ou je vais respecter la structure de la calebasse. Je respecte tout le temps la structure de la calebasse pour qu'il y ait une création harmonieuse, en tous les cas. Ok. Alors dans tes réalisations, donc je rebondis également sur un terme que tu as employé qui est le design. Et donc effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans tes réalisations présentées ici ce soir, certaines sous la forme prennent la forme de lampes et pour d'autres qui ne sont pas présentées ici ce soir mais dont tu as parlé prennent la forme du cuit dans le cadre de l'art de la table pour des services. Donc c'est ce que on pourrait inscrire dans le domaine du design ou des arts appliqués. Et d'une autre part, tu as des réalisations qui s'inscrivent davantage dans des pratiques, des arts plastiques à proprement dites. Et donc, je me demandais comment toi tu appréhendes ces deux aspects dans ta création. Est-ce que tu les distingues également dans ton processus artistique, ton processus créatif, je devrais dire plutôt, ou est-ce que tu les abordes, est-ce qu'elles contribuent toutes deux à un seul et même dessin œilien? Peut-être qu'elles concourent toutes à un même dessin. Parce que je reviens au fait que la calebasse impose une exploitation. Donc du coup, je vais surtout me demander qu'est-ce qui est le plus propice pour mettre en valeur ce matériau au moment où je l'ai en main. Que ça soit au niveau des lampes, que ça soit au niveau aussi de sculpture, puisqu'il y a les lampes avec des sculptures. Je pense que à un moment, je suis retournée en école d'art pour tout ce qui était montage, pour tout ce qui était réapprentissage, par exemple, de la poterie, parce que j'ai trouvé que c'était un matériau noble, mais qu'il fallait lui donner de l'assise. Donc, je suis retournée apprendre ce que je ne savais pas. En ce qui concerne aussi les matériaux, comment les monter, comment les appréhender. Et puis il y a d'autres fois où je n'ai pas trouvé de réponse, comme tout ce qui était électricité, où j'ai demandé à des électriciens de pouvoir m'aider et que ce qu'ils me proposaient, ce n'était pas ce que je voulais, où j'ai réappris toute seule. Parce que c'est bien de faire une lampe, mais pour moi, l'affaire, il faut qu'elle soit accessible. Il faut qu'on puisse avoir accès à l'ampoule, qu'on puisse la démonter, qu'elle puisse être protégée de la chaleur de la lampe. Trouver des réponses techniques. Et je pense que d'avoir passé par l'école d'art m'a obligée
dans un cahier des charges, à me poser des bonnes questions et à essayer de trouver des réponses. Parce que comme on me dit, d'abord fais ton dessin, ensuite pose-toi les problèmes techniques, ensuite résous-les. Donc, je crois que ça m'a amené aussi une méthodologie de questionnement et de pratique aussi dans la réalisation. Je pense que quelque part, je suis autodidacte, mais je suis curieuse. Tout ce qui m'a manqué, je suis capable d'aller le chercher, d'aller en stage en Suisse, d'aller en stage au Japon. Partir seule ne m'effraie pas. Je rencontrerai des gens qui ont les mêmes passions et qui ont le même désir d'apprentissage que moi. Et donc ça m'effraie pas. Ça me semble dans la logique de me dire qu'on n'est jamais seul et quand on a posé le problème, on en revient à la problématique, et ben on rencontre des gens qui pensent comme vous et qui ont le même souhait d'avancer et à ce moment-là, on avance avec eux. Bon, donc je crois que c'est la calebasse qui impose un certain nombre de manières d'être traitée, ou après, c'est vrai que dans le choix esthétique, j'essaye de trouver ce qui est le plus noble et le plus beau, parce que j'estime que c'est un matériau noble et beau. Donc j'essaye toujours dans la problématique de trouver ces deux rencontres-là. D'accord. Alors puisqu'on on parle toujours de la calebasse, j'en profite puisque nous sommes justement à côté d'une réalisation qui est en volume, donc de l'ordre du sculptural, et qui s'apparente dans sa forme à un arbre, et qui, à défaut de détenir un feuillage, eh bien, porte un certain nombre de pièces réalisées en calebasse, donc soit dans la forme entre guillemets simple du couy ou dans des fragments sculptés, modelés et également gravés. Alors, je serais tentée de te demander, qu'est-ce qu'il nous raconte, cet arbre à palabre ? Je pense que ça soit un arbre à palabre ou un arbre des ancêtres, puisque j'étais partie dans la mémoire, dans la rencontre avec la mémoire, et dans la rencontre avec la mémoire et dans la rencontre avec notre histoire. Quand j'ai eu des couilles en main, je me suis dit, avoir des couilles pour que ça reste des couilles, ça n'avait pas de sens. Par contre, si le couille est dans notre histoire et fait partie de notre mémoire, qu'est-ce que nous pourrions en faire? Et en faire, c'était ça, c'était l'arbre de la mémoire, où on trouve à la fois des réminiscences amérindiennes, des réminiscences indiennes, des réminiscences aussi africaines. Et est-ce qu'on n'est pas un peu tout ça dans notre mémoire? Est-ce que effectivement, si 1848, on n'était plus esclaves, mais avant, il y avait les Amérindiens, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Mais ils nous ont laissé des mots, ils nous ont laissé une histoire qu'on a tendance à occulter, que ça soit le manioc, que ça soit le roucou, que ça soit... Il y a plein de mots qui, pour moi, me mettent dans cette rencontre avec à la fois l'espace caribéen, mais avec ma propre histoire aussi. Et cet arbre était un petit peu cette symbolique de me dire, faute de buter sur l'esclave, je ne bute pas sur mon histoire. Et cet arbre était cette représentation de mon histoire, de ma rencontre avec l'Afrique, de ma rencontre avec les Indiens, de ma rencontre avec les Amérindiens. Et c'est vrai que cet arbre a beaucoup voyagé parce qu'elle est partie au congrès de généalogie, elle est partie à Paris Agrotech, où en fait c'est une œuvre qu'on m'a demandé d'exposer à chaque fois alors que j'aurais proposé autre chose. Mais ça m'a permis aussi de me questionner sur ma propre histoire. On a trop tendance à se figer sur la partie qui nous arrange et non pas sur notre mémoire d'histoire. Et cet arbre-là m'a permis de faire un travail sur moi-même, mais aussi un travail aujourd'hui de le mettre en partage avec les autres. On n'est pas que africain, on n'est pas que indien, on n'est pas que
peut-être que je suis une mosaïque, que je suis à la fois tout ça. Et laquelle partie domine, je ne sais pas. En tous les cas, cet arbre-là, c'est aussi cette rencontre avec la mémoire. Alors c'est très bien que tu mettes en relation cet arbre avec la question du partage, la notion de la rencontre et de la mémoire. Parce que si mes souvenirs sont bons, l'arbre à palabre en Afrique constitue, j'ai envie de dire, un lieu à lui seul, un lieu justement qui favorise les échanges et les rencontres, un lieu où on peut parler de choses diverses, un lieu où on peut conter aussi des histoires. Et il semblerait même que, je crois que c'est au Gabon, qu'il est également un lieu de prédilection de rencontres et d'échanges pour les étudiants universitaires. Et donc voilà, il trouve très bien sa place ici dans cette bibliothèque universitaire. Et puis donc pour la petite le petit ajout, on a donc un certain nombre d'artistes qui ont pu justement questionner ce motif entre guillemets de l'arbre à palabre, et notamment Pascal Martine Taillou qui en a un très complexe, je dirais, très chargé, et qui fait partie de l'exposition permanente du Memorial Act, et que lui aborde d'une manière un petit peu différente, et qu'il intitule l'arbre de l'oubli, si j'ai bonne mémoire. Et dans l'ensemble des éléments qui sont suspendus comme ça en grappe dans les branches, on retrouve également un fruit séché qui s'apparente à la calebasse, mais je crois que ce n'est pas de la calebasse, et tu vas me dire ce que c'est. Tout à fait. On a eu l'occasion d'en parler. C'est la différence avec la courge africaine, voilà, c'est ça. Que l'on utilise et qu'on appelle calebasse. On appelle calebasse par rapport à la couleur et par rapport à la forme, mais c'est un matériau qui est complètement différent. En épaisseur et en son, on y fait aussi des instruments de musique. Comme avec la calebasse, on fait aussi ces mêmes instruments de musique, mais la sonorité est complètement différente. Actuellement, à la Martinique, il y a des jeunes artistes qui font une expérimentation d'appareils de musique avec des calebasses. Et c'est particulièrement réussi. Je pense qu'ils sont discrets, ils ne parlent pas suffisamment de leur travail, ce qui est dommage, parce qu'ils pourraient déposer des brevets, ils pourraient faire une exploitation. Je ne sais pas s'ils en ont la capacité ou s'ils en ont le souhait. En tous les cas, je fais la distinction entre la calebasse que Santa Cujette, qui est le fruit du calebassier, et la calebasse africaine, qui est une courge. Alors je profite pour faire une petite anecdote aussi intéressante par rapport au lieu dans lequel on se trouve. Et c'est toi, Adélaïde, qui m'a fait remarquer il y a quelques jours que juste là, derrière, là, dehors, il y a un arbre, et que l'on voit à travers la vitre, et qui se retrouve quelque part superposé avec le reflet de cet arbre à palabre. Et cet arbre en question, c'est justement un calebassier. Un calebassier. Voilà. Et c'est un calebassier avec des petites calebasses rondes, de toutes petites. Et c'est une variété particulière. On trouve souvent les poires. Mais cette variété, vous avez dans le panier devant 3 calebasses, dont une petite. C'est celle de l'arbre à l'extérieur. Et qui était à maturité et que je vous ai déposée. Voilà, et puis donc, je continue toujours dans cet espace un petit peu particulier. Donc, cet arbre à palabre est momentanément associé à 4 éléments qui sont donc 4 de tes totems qui appartiennent à une série antérieure. Mais à la différence que ce soir, ils sont, enfin, ces éléments, ces pièces sont suspendus comme en lévitation là au-dessus de nous. Et
la question que j'aurais à te poser, c'est de savoir si ce dispositif était voulu dès le départ, ou est-ce que c'est la particularité et la configuration de ce lieu qui a provoqué cette association qui me laisse l'entrevoir comme une installation, en fait? Donc, je dirais que ce dispositif, dès le départ, les œuvres avaient été créées pour être en lévitation. Elles ont été exposées à l'Atrium. En fait, l'Atrium, j'ai été la dernière personne à exposer dans le hall. Et j'avais donc une exposition à l'Atrium, et au dernier moment, on me dit, on a décloisonné, le président de la République, c'était Mitterrand, venait de passer, et on me mettait à disposition l'Atrium, mais pas du tout dans la configuration habituelle, en me disant bien que j'étais la dernière personne à exposer dans ce hall. Je me dis, mais c'est un cadeau empoisonné. Ces grands poteaux vides, qu'est-ce que tu en feras? J'avais commencé déjà à travailler sur mes totems. Et je me suis dit, j'avais commencé à travailler sur l'arbre à palabre. Je me suis dit, il te faut faire de grandes pièces, hein, tu as de grands poteaux vides, donc il faut les créer. Et tu vas devoir te battre pour avoir une expo et mettre une installation et créer une installation à la mesure du lieu. Donc ces grands totems ont été créés à ce moment-là. Parce que pour moi c'était un défi, ou dire non, je n'expose pas, ou dire on me met à disposition un lieu, qu'est-ce que je vais en faire? Donc dès le départ, je trouvais souvent royal, quand vous regardez les feuilles de palmier royal tomber, elles sont molles, elles ont toujours des formes surprenantes, elles sont toujours d'une élégance quand elles tombent. Après ça pourrit très vite, ça se dégrade très vite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et à partir de là, j'ai commencé à les traiter, à les nouer, bref, à trouver des réponses. Et pour moi, ces pièces ne pouvaient, étant très grandes, que ou trouver des supports, ou qu'elles soient en lévitation. Et ce travail a été donc fait pour ça. En arrivant ici, j'ai trouvé que c'était une réponse d'adaptation à ce lieu. Il y avait l'arbre, mais il y avait l'histoire où il y a le père, la mère, le fils qui est sanguin, la fille qui est solaire. Chaque œuvre a sa couleur et a un regard sur nous et sur notre construction. Donc il y a l'arbre qui raconte l'histoire, mais il y a aussi les éléments qui font l'histoire, les peuples, les gens, les rencontres. Et c'est donc un petit peu la réponse à l'arbre. L'arbre n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas les êtres qui créaient cette histoire. Et c'est donc cette rencontre, mais c'est fugace parce que les parents, ils passent, nos rencontres, elles passent aussi dans le temps. Il reste la mémoire. Donc elles sont légères, elles s'envolent, elles nous habitent, mais elles ne nous agressent jamais et elles sont une présence bienveillante. Alors merci pour ta réponse. Quelque part tu as répondu à la question qui était censée suivre, puisque moi je me demandais en observant ces figures mises en relation comme ça avec l'arbre à palabre, et je me demandais si on pouvait y voir, ou si tu y voyais une dimension particulière, une dimension mythologique, entre guillemets, hein, qui enverrait une mythologie caribéenne, antillaise, ou une dimension magico-religieuse ou autre. Bon, alors tu nous as conté un petit peu l'histoire qu'elles détiennent, mais momentanément, je ne sais pas, est-ce qu'il, dans ta vision, est-ce qu'il se produit autre chose dans cette interaction qui n'était pas forcément prévu? Je pense que c'était prévu maintenant. Après, c'est l'installation, parce que, par exemple, il y a juste derrière le griot, qui est le transmetteur d'histoire, juste, qui nous a accueillis un totem bleu, couleur azur, juste à l'entrée. C'est le transmetteur de parole, le transmetteur d'histoire, la construction de l'histoire. Parce qu'une histoire, elle ne se fait pas seule, il y a toujours un maillon
qui nous permet de rentrer dans cette histoire pour qu'il y ait une mémoire. Donc, le griot, il est juste là pour rassembler dans cet espace non seulement l'histoire, mais aussi le conteur d'histoire. Et dès le départ, toutes les pièces ont été créées dans cette dimension de mémoire, de généalogie, de buter sur l'esclave, de au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà, est-ce que mon histoire, je peux me la raconter? Est-ce que mon histoire s'arrête seulement au fait que je vais buter sur l'esclave? Et non, avant, il y a une histoire, tout simplement, il y a des faits historiques, il y a tout un ensemble de choses qui me relient au monde. Et ce griot est là pour me le rappeler. Donc, les éléments ont été construits dès le départ pour cette réunion à la fois de l'histoire, de passeur d'histoire et de mémoire. D'accord. Alors, dans toute cette exploration, tu utilises donc des matériaux bien précis, la calebasse, dont on a largement parlé, également les palmes, et puis dans d'autres réalisations qui se situent dans l'autre pièce, on a pu identifier des bois flottés, et également des fibres végétales qui n'ont peut-être pas été forcément perçues, mais qui sont en tout cas intégrées dans la peinture. Et ce qui me laisse penser que tu as un attachement particulier aux éléments organiques et qui domine, hein, je crois pouvoir me permettre de dire que cette matière première organique domine dans tes réalisations. Et donc, à quoi est dû cet attachement et à quoi il renvoie pour toi? Même le papier, le collage, même le papier ou le collage, le papier c'est du bois. C'est du bois transformé. Je pense que mon interrogation est que nous sommes matière. Et qu'après notre cycle de vie, nous redevenons matière. Donc la matière pour moi est un élément à la fois vivant, est un élément qui nous interpelle, est un élément de votre quotidien. Le jour où il n'y aura plus de matière, il n'y aura plus de vie. Donc pour moi, c'est la symbolique même de la vie et j'ai besoin de me sentir vivante. J'ai besoin d'employer des matériaux qui vivent et qui ont une histoire avec la vie. Je pense que tant que je pourrais me battre, ou quand je dis me battre, je n'aime pas ce terme-là, faire en sorte que ma vie soit liée aux éléments, je me sens profondément caraïbéenne. Et si on me demande quel arbre je pourrais être, je dirais un séquoia, ou alors je dirais cet arbre que l'on trouve quand on monte à Saint-Pierre, que Césaire allait souvent voir. Ouais, fromager. Je me sens tout à fait enracinée, à la fois dans la Caraïbe, à la fois dans ma vie, et à la fois dans le végétal. Donc, pour moi, le végétal est une évidence. On jette très souvent beaucoup de choses. Je me dis, quelle possibilité de deuxième vie? Est-ce que tout est à jeter? Peut-être aussi la mémoire, on la jette. Et c'est aussi une interpellation pour moi, parce que quand j'ai voulu savoir qui j'étais, j'ai commencé à faire de la généalogie. J'ai commencé à faire du psychodécodage. C'est ce qui m'a peut-être emmené à là. Et à une expression artistique. Donc, la matière est essentielle pour moi. J'ai besoin de la toucher, j'ai besoin de la savoir vivante et j'ai besoin de me savoir vivante avec elle. Alors, autre petite anecdote, je t'avouerai que quand je t'ai posé la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il y avait une autre dimension dans cette installation-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser justement au fromager et à tout ce mythe, ou voire ces mythes qu'il y a autour de cet arbre qui est bien souvent perçu et qualifié de mystique. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Tu as parlé aussi du fait de jeter en parlant de la mémoire, mais il y a une autre spécificité dans ton travail, c'est que tu es constamment dans la récupération d'éléments, enfin de matières, de matériaux, de fragments ou d'objets, donc d'origine fondamentalement organique et naturelle.
et que tu t'appropries. Et il me semble que ce processus-là renvoie à une forme de culture populaire que l'on retrouve spécifiquement aux Antilles, ce que l'on pourrait qualifier de culture du reste et du recyclage. Est-ce que ça t'évoque quelque chose et qu'est-ce que tu en penses? Je dirais oui, parce que je suis d'une famille de 12 enfants. Je suis née pendant la guerre. Donc, très vite, j'ai appris à faire le jardin, j'ai appris à faire de la peinture à l'aiguille, j'ai appris à bricoler, je savais faire les postes à galène, à faire de l'électricité, parce qu'on était dans... J'ai été élevée avec de la récupération et ne pas jeter systématiquement, donner toujours une vie et respecter les choses. Donc, je pense que je me suis construite aussi aujourd'hui sur ça. Si je jette quand il faut jeter, si à un moment, quand je veux faire le vide, je jette parce que je veux faire le vide pour donner la place à du nouveau. Oui, je vais faire ce choix-là, mais je dis qu'il y a toujours matière à donner une deuxième vie, comme en collage, c'est un papier que l'on jette. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et d'ailleurs, nos aînés, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur case? Eh bien, ils choisissaient de belles photos, faute de pouvoir acheter une œuvre d'art, pour pouvoir la décorer. Donc, il y a toujours, peut-être, non pas chercher à détourner, mais une utilisation. Et je suis d'une enfance récupération. Je jardine, je fais des fleurs, je sais faire des greffes, parce que dans ma famille, j'ai été élevée comme ça, et que nous étions 12. Donc, je crois que la famille, c'est aussi un creuset qui vous permet de vous développer. Il y a des choses que vous allez prendre, il y a des choses qui vous conviennent moins, auxquelles vous allez renoncer. Mais je dis souvent aux jeunes, vous êtes une armoire ou un meuble à tiroir. Tous les tiroirs, remplissez-les. À un moment ou un autre, vous aurez besoin d'ouvrir des tiroirs et vous allez trouver les réponses dans ces tiroirs de construction. Je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, eh bien, je suis allée les chercher dans mes tiroirs de construction. La couture, la broderie, dessiner, ça fait partie d'un univers de construction qui, à un moment, si vous n'en perdez pas le fil, remonte en surface. Alors effectivement, ce dont tu témoignes, un certain nombre d'artistes aux Antilles et donc dans la Caraïbe ont ce même bagage, si on peut dire, cette même mémoire, qui est liée, entre autres choses, à des pratiques familiales, mais qui viennent aussi des périodes dites de pénurie, à l'époque où le contexte socio-économique était très tendu et a amené donc la population à ce que l'on pourrait qualifier de débrouillardise, et qui a donné lieu notamment aux habitats populaires tels qu'on peut les voir plus ou moins encore dans certains quartiers de Fort-de-France, et qui a initié chez des artistes martiniquais comme Christian Bertin ou Serge Lénon une véritable démarche artistique basée uniquement sur cette culture du recyclage, et dont certains processus renvoient à ceux que tu inities. Et puis, je ne pouvais pas m'empêcher de penser également dans ton travail sur le papier déchiré, découpé et collé, à une autre pratique à laquelle Eddy Firmin, qui est un plasticien guadeloupéen, fait allusion à l'occasion d'un travail qu'il a pu mettre en œuvre sur des cases, et où il évoque cette époque où on collait des journaux sur les murs des maisons. Voilà. Donc il y a cet ancrage effectivement qui est vraiment intéressant du point de vue de la mémoire et de cette culture qui nous est spécifique. Et puis je me demandais du coup, est-ce que donc j'ai fait allusion à quelques artistes, mais est-ce que toi plus particulièrement tu en as qui t'influencent ou t'inspirent, ou dont les démarches artistiques t'interpellent? Oui, je pense que l'une des personnes qui m'ont beaucoup marqué, c'est Anissé, quand son premier expo Soleil Noir a été fait à Fort-de-France avec les Coutelas, et avec aussi un travail de recherche qui était très particulier.
Et à ce moment-là, il y a eu un défilé à ce fameux cinéma qui était derrière la rue Capitaine Manuel, et avec la police, c'était un branle-bas de combat. Et je pense que ce travail-là m'a beaucoup interpellée. Anissé, c'est quelqu'un qui travaille à la fois sur la mémoire, qui aussi, en tous les cas, il y a Beuze, Hervé Beuze avec ses géants. Je crois qu'il m'a beaucoup interpellée dans son travail. Il y a aussi beaucoup qui sont partis, comme Alexandre Bertrand. Alexandre Bertrand que j'ai connu, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, et qui était quelqu'un de qui j'étais assez proche à l'époque. Anka Bertrand aussi, avec la recherche d'Anka, qui nous a redonné vie à notre patrimoine et nous a permis, ça a été la première pour le Bel-Air, pour les meubles traditionnels, à nous dire que ce qu'on avait de la valeur, alors qu'elle était étrangère et qu'elle était roumaine. Il y a aussi, parmi les jeunes, il y a Christophe Maire, il y en a quand même. Je crois que la difficulté, c'est pas de produire du travail esthétique et artistique. La difficulté, c'est de pouvoir se vendre et se mettre à disposition dans un contexte artistique où on est accepté, et parce que tu as dit quelque chose qui est très juste, on est des débrouillards. Et on estime que le travail artistique, c'est de la débrouillardise des fois. Au-delà de ça, je crois que il y a d'autres artistes qui m'ont beaucoup aussi interpellée. Comme je suis passionnée, je vais voir toutes les expos. Dès que je suis à Paris, je vais voir aussi les expos en France, les expos aussi à l'étranger, parce que on a besoin de se nourrir et de regarder comment les autres voient le monde. Et voir le monde, si j'ai ma vision du monde, mais il y a celle aussi des autres dans leur mémoire qui peuvent vous enrichir et vous apporter des questionnements. Donc je crois que je suis toujours dans ce questionnement et dans ce regard de recevoir ce que les autres font et de la perception que les autres ont de notre espace. Alors je te remercie Adélaïde, je vais devoir mettre un terme à mes questions et je vais vous céder la place au public si vous souhaitez poser des questions directement à Adélaïde, de façon à ce que très rapidement elle puisse, si vous le souhaitez bien évidemment, vous guider dans l'exposition. Alors je vais vous... Voilà. Bonjour à tous, et la meilleure année possible pour les vieux et très bonne année pour les jeunes. D'accord ? Voilà. Je suis Fernand Fortuné, ancien président du groupe Fromager, et merci d'avoir souligné qu'il existe aussi un arbre puissant qui s'appelle le fromager. J'allais poser la question d'ailleurs. Quand Adélaïde a commencé, on a tout de suite compris que le balbutiement n'était pas du tout de la crainte ni du doute, et qu'elle savait parfaitement où elle allait et qu'elle savait qu'elle allait réussir. Et nous l'avons accompagnée, nous qui avions l'habitude d'un geste pictural, disons un peu classique, nous l'avons accompagnée dans cette originalité qui était le collage, et qu'on ne pratiquait pas en réalité très souvent. Donc je te félicite vivement. Alors je te pose une question d'ailleurs sous l'œil de notre ami Berthet, qui connaît bien cette question. Tu as eu un métier merveilleux. Tu as eu un métier merveilleux. Oui. Tu as connu la tristesse et la beauté des corps. Or, lui, il a travaillé effectivement là-dessus, sur l'esthétique et les corps, mais on ne voit pas de corps du tout dans ton œuvre. On voit très peu de corps. Pourquoi ? Parce que le corps est aussi une mémoire. Oui, le corps est une mémoire, mais c'est une mémoire. J'ai travaillé sur cette mémoire pendant 52 ans. Je crois que pendant 52 ans, il y a des histoires. Peut-être qu'un jour, je raconterai ça dans un livre, ce que j'ai pu partager. J'avais juste envie d'être moi, de faire des choses qui me parlent, et j'avais toujours dit que quand je serai à la retraite, je ferai des choses pour moi.
Là, ce serait, des fois on me dit, mais est-ce que tu veux pas me faire un soin? Je dis, c'était pas la peine que je parte à la retraite s'il faut que je te fasse venir chez moi. Il y a la relève, il y a les jeunes. Alors, pourquoi le corps n'apparaît pas? S'il apparaît. Parce que tu as Mad Cocagne, parmi les toiles, qui est une œuvre réalisée en acrylique avec une fenêtre en collage où il y a des interpellations sur l'espace-temps. Oui, peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose autour du corps, mais pour l'instant, j'étais dans l'apprentissage et dans la maîtrise de la calebasse, dans l'apprentissage et de la maîtrise de la fabrication de papier. Je crois qu'on ne peut pas partir, je fais déjà beaucoup de choses, on ne peut pas partir dans tout n'importe comment. Alors, à un moment, peut-être que le corps va s'imposer à moi et que je raconterai l'histoire du corps. Mais pas encore aujourd'hui. Oui. Je ne monopolise pas, enfin, nous avons Berthier, l'objet dit des choses intéressantes. Alors, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu conceptualises ton travail. Nous avons souvent eu l'occasion de fréquenter des jeunes élèves qui ne savent pas parler de leur travail et de mettre autour de l'œuvre des idées. Et ça, tu le fais très très bien et je te félicite vivement. Et cette notion de partage, qui semble être un fondement de ton travail, va tout à fait dans ce que j'appelle, reprenant un auteur belge, les différences ne sont pas des contraires. Et je crois que c'est ce que tu veux dire dans ton œuvre, et surtout dans cet arbre que je considère comme un arbre généalogique, un peu comme notre fromager qui s'enracine. Mais l'ascension n'est pas forcément facile. Autour du fromager, il y a des épines avant d'arriver au sommet. Et je pense que tu veux nous dire par là aussi que rien n'est simple dans la vie, et qu'il y a toujours un effort à faire d'abord sur soi-même pour aller vers les autres. On n'aborde pas les autres de façon très simple, et cette façon que tu as de mettre des concepts derrière ton travail, de mettre des concepts derrière le partage, de mettre des concepts derrière la rencontre, vont tout à fait dans le sens que nous, fromagers, nous avions par exemple. Merci beaucoup, Fernand. Alors, il vous viendra sans doute des questions, des observations autour de l'exposition qui est déployée dans le hall. Donc, je vous propose, si vous n'avez pas d'autres interventions maintenant, de vous y rendre à nouveau. Oui. Ah, il y a des questions. Ben, j'abrège ce que j'ai dit. En fait, c'est pas une question, c'est une remarque que je voudrais faire. Je voudrais tout d'abord féliciter Adélaïde pour cette exposition avec ce très beau travail réalisé sur les calebasses qui m'intéresse beaucoup. Mais je voudrais aussi féliciter la bibliothèque. Non, absolument pas. Parce que je crois que c'est l'une des premières fois que la bibliothèque présente aux étudiants, au public, en plus et dans le contexte des ouvrages, des créations. Je pense que ceci est extrêmement important parce que si les étudiants ne vont pas à la création, il faut faire venir la création aux étudiants. Et j'encourage véritablement que cette initiative se répète, se multiplie, devienne pérenne, de façon à ce que cet espace soit un espace de connaissance, mais aussi un espace de découverte des œuvres d'art et des créations dans leur diversité. Donc voilà, je voulais profiter de cet instant pour et féliciter l'exposante et féliciter les organisateurs de cette exposition. Et ça répond du coup à la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, pourquoi le choix de la bibliothèque universitaire. Tout a été dit, donc je ne vais pas m'étendre. On note la demande de reproduction de l'opération, effectivement. À ma connaissance, ça n'avait pas été fait avant. Effectivement, on avait exposé des planches de bande dessinée ou bien des portraits, ceux de Michel Berroir en l'occurrence, sur les 7 femmes... je ne sais plus l'intitulé, mais enfin c'était 7 portraits de femmes martiniquaises qu'il avait réalisés.
Mais une exposition de cette nature, on n'en avait jamais accueilli, effectivement, donc je pense qu'on sera appelé à renouveler l'opération. Je reprends donc le fil de ce que je disais avant cette interruption bienvenue. Je vous propose donc de retourner dans le hall si vous le souhaitez, et puis comme ça vous pourrez poser des questions à Adélaïde plus en rapport avec ce que vous verrez dans les vitrines et sur les tables. Et puis ensuite on ira terminer sur la terrasse pour une petite collation. Je vous remercie en tout cas pour l'échange, Anne-Catherine et Adélaïde. Merci à vous qui l'avez suivi, et puis je vous invite à nouveau à nous suivre à l'entrée de la bibliothèque. Merci.